Nous allons pouvoir commencer. Je suis Alexis Mousselovic, vice-doyen chargé de la recherche dans notre UFR, Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines. Et je vous accueille dans cette deuxième rencontre de réflexion et de solidarité. L'Ukraine, la guerre, l'Europe. La première se tenait il y a une semaine. 14e jour aujourd'hui de la guerre menée en Ukraine par l'armée russe après l'invasion du territoire ukrainien. Les morts, les villes détruites, les exactions contre les civils, les forces russes qui avancent sur Odessa, sur Kiev, 2 millions d'Ukrainiens ayant fui l'Ukraine, 2 millions de réfugiés, en majorité des femmes, des enfants, des personnes âgées, puisque les hommes en mesure de combattre sont mobilisés et ne peuvent quitter l'Ukraine. Elles et ils arrivent en masse jusqu'en France. Elles et ils sont accueillis. Enfin, des migrants qui sont accueillis tels qu'il se doit. Mais je n'ouvrirai pas aujourd'hui le débat sur ce point. 14e jour de guerre. Énoncé insoutenable. Insoutenable en soi et insoutenable parce que je peux le proférer. Insoutenable parce qu'il repose sur une contradiction. La guerre, l'horreur nue, la violence déchaînée, la haine débridée. Comment ce phénomène débordant, transgressant les cadres de notre cognition, de notre sensibilité, comment ce phénomène peut-il s'installer dans la durée? Comment ce phénomène qui déchire le temps peut-il s'installer dans le temps? Et pourtant, 4e jour de guerre, une guerre qui menace l'ordre européen et mondial comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. On le voit devant les initiatives de M. Poutine, brisant les principes du droit international et de l'équilibre politique global, et devant l'ampleur des réactions de l'Union européenne, une Europe enfin unie. Une guerre qui touche les Ukrainiens, dont il faut saluer la résistance, et aussi la population russe, dont une partie proteste en prenant de terribles risques et qui ont aussi droit à notre solidarité. J'ai organisé ces rencontres en tant que vice-doyen à la recherche, parce que la recherche représente ces valeurs de partage, de dialogue, d'ouverture, d'espoir que la guerre vient bafouer, avec des conséquences étendues. Je voudrais ici mentionner Paolo Nori, qui devait donner un cours sur Dostoïevski à Milan et à qui l'université a demandé de repousser son cours afin, je cite, d'éviter toute polémique en ce moment de grande tension. Fin de citation. L'université est ensuite revenue sur ses positions, mais notre collègue a décidé de donner son enseignement ailleurs. Notre communauté scientifique doit donc réagir et tenter au moins de comprendre ce qui se passe pour mieux y réagir. Je remercie mes collègues ayant accepté de participer à cette table ronde. Je remercie toute l'équipe administrative et technique de l'UFR qui s'est admirablement engagée dans le montage de cette manifestation. Je remercie le public qui assiste à la rencontre ici même et par Zoom. La solidarité revêt aussi des aspects concrets. Je vous livre ici quelques éléments d'information. Soutenir la presse russe indépendante, par exemple un journal en ligne, Meduza, mebuza.io, que vous trouvez en anglais également, donc sur le net. Un compte Facebook, une page Facebook, Solidarité Ukraine, Marseille, France. Ah, il me faut changer. Oui. Pour des initiatives dans notre région. Et enfin, je signale que le théâtre Vitesse, le théâtre de notre université, a sur sa page toute une liste de possibilités de soutenir les populations ukrainiennes. C'est un théâtre trévionvitesse.com. Nous aurons vers 13h un contact direct téléphonique avec l'Ukraine, avec le professeur Alexander Janov, archéologue, avec lequel nous étions déjà entretenus la semaine dernière. Jean-François Marquis, MCF à la faculté de droit, est directeur de la mention en droit international et européen.
Il enseigne notamment en master le droit de la sécurité collective et du maintien de la paix. Il est vice-doyen aux relations internationales de la faculté de droit et vice-président pour la mobilité internationale à AMU. Il est également avocat au barreau de Marseille. Merci beaucoup. Merci pour l'initiative de ces rencontres et pour l'invitation que vous m'avez faite à y participer. Alors bien entendu, il y a toujours quelque chose d'un peu gênant, voire de honteux, de débattre comme ça, alors que des gens sont sous les pompes, mais je crois qu'il faut le faire et qu'on est dans notre rôle d'universitaire. Alors, ce sont des rencontres de solidarité et de réflexion. Alors bien sûr, à titre personnel, j'ai une sensibilité, mais je m'en tiendrai plutôt à la proposition de réflexion, et il m'appartient de tracer un cadre juridique pour autour de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Une remarque liminaire avant d'essayer de tracer ce cadre juridique, et elle s'adresse surtout aux non-juristes. Je sais qu'il y a des juristes dans la salle, je reconnais certains de mes étudiants, mais je crois qu'il faut bien avoir conscience, avant d'envisager le droit, que le droit, la règle juridique n'est jamais porteuse en elle-même d'une énergie suffisante pour assurer son respect. Le droit doit être agrémenté de mécanismes aux fins d'application, de mécanismes de sanctions et de moyens matériels à son support pour assurer le respect de la règle. Et ça n'est pas toujours le cas, c'est le cas parfois de façon très imparfaite, et notamment dans l'ordre international. Donc cette remarque liminaire, elle vise simplement pour faire bien prendre conscience pour les non-juristes qui sont bien sûr moins familiers avec ça, qu'il ne faut pas espérer plus de la règle du droit que ce qu'elle peut donner. Alors, elle peut donner quelque chose de très important quand même, et on va s'y référer, puisqu'elle donne finalement une norme, c'est-à-dire, au sens peut-être strict, le référent, ce qui doit être la norme. Ça permet beaucoup mieux d'apprécier certains comportements lorsqu'ils sont déviants par rapport à cette norme, déviants au sens juridique, que ce soit dans l'ordre interne ou dans l'ordre international. Alors j'ai quelques minutes à peine pour essayer de tracer ce cadre juridique, pour vous permettre d'apprécier le conflit en Ukraine et tout ce qui l'entoure. Évidemment, c'est très difficile. On sait que ça va appeler des travaux, des rencontres très importantes, des travaux très denses par écrit qui prendront des semaines, malheureusement des mois et des années, on le sait. Alors comment faire? Je crois qu'on peut envisager les choses en deux temps. Il y a tout d'abord la possibilité d'envisager, même la nécessité d'envisager l'intervention militaire de la Fédération de Russie par rapport au droit international, le déclencheur, on pourrait dire matériel de la guerre. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender par rapport au droit international? Et puis dans un second temps, on peut appréhender par rapport au droit international notamment, mais pas seulement, eh bien, les réactions qu'a pu susciter cette action militaire de la Russie, c'est-à-dire les réactions, les contre-mesures, les sanctions qu'on voit se déployer aujourd'hui par un grand nombre d'États de la planète, et notamment économiques. Donc tout d'abord, comment apprécier l'intervention russe par rapport au droit international, et ensuite comment apprécier les réactions des autres États aussi par rapport au droit international. Alors, l'intervention de la Fédération de Russie, eh bien, on peut commencer par l'apprécier par rapport à l'argumentaire russe lui-même. Ça a été rappelé, je crois, la semaine dernière, de façon très, très nette par mon collègue ami Romain Leboeuf. L'intervention de la Fédération de Russie, elle s'appuie sur un argumentaire juridique qui est très soigné, qui est très sophistiqué. Il s'agit des deux discours qui ont été prononcés par le président de cette fédération, les 21 et 24 février. Ces discours, je vous invite à les lire. Je crois que pas grand monde les a lus, en fait. Il faut les lire et vous en trouvez une version traduite dans la revue Politique et parlementaire. Ce sont des discours qui sont très longs, qui sont très très bien construits. Donc c'est disponible en ligne, cette revue est en ligne. Ils sont construits et schématiquement, pas reprendre tout ce qui a pu être dit la semaine dernière par Romain Leboeuf, schématiquement, dans le premier discours, qui est très long, eh bien, Vladimir Poutine explique les raisons qui motivent à la reconnaissance par la Fédération de Russie des deux républiques du Donbass. Et puis, le second discours, qui est prononcé 3 jours plus tard, il se fonde sur cette reconnaissance, cet acte juridique, et il explique que, eh bien, il y a une demande de la part de ces républiques indépendantes pour que la Russie intervienne à leur secours, en fait, à leur soutien, pour apporter secours. Donc on a une
une construction, si vous voulez, qui est juridiquement élaborée, et très élaborée. Alors, par rapport au droit international, comment est-ce qu'on peut apprécier cette position? On peut l'apprécier de différentes façons, il y a évidemment beaucoup de paramètres, mais tout d'abord, la question de la reconnaissance en droit international, la reconnaissance par un État de l'indépendance d'un autre État, c'est-à-dire le fait qu'il soit lui-même un État, c'est une question qui, en droit international, donne lieu à une pratique très variée, on le sait, dans l'histoire. Ce qu'on peut dire, même si c'est un terrain qui est assez flou juridiquement, qui n'est pas aussi net que peuvent l'être d'autres questions, c'est que, ça on en est sûr, l'acte de reconnaissance est un acte à peu près discrétionnaire en droit international. Il est encadré par, finalement, très peu de contraintes. Il est à peu près discrétionnaire. Chaque État reconnaît comme il l'entend. Mais il y a un deuxième élément dont on est sûr à propos de la reconnaissance, c'est que la reconnaissance n'a qu'une portée juridique relative. C'est-à-dire qu'elle ne produit des effets juridiques qu'entre celui qui reconnaît et celui qui est reconnu. Simplement, celui qui reconnaît atteste qu'à ses yeux, l'autre entité est un État, comme lui, qui entretiendra des rapports d'État à État. Mais c'est sans effet sur les tiers. C'est la raison pour laquelle vous avez des entités qui sont reconnues par certains comme des États et par d'autres qui ne sont pas reconnus comme des États. On pense bien entendu au Kosovo. Et juridiquement, chaque État a le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Donc la reconnaissance, c'est à peu près discrétionnaire, et ça n'a qu'une portée juridique relative. La pratique est évidemment très, très variable sur ces fondements. Alors, deuxième élément, pour apprécier ensuite l'intervention russe par rapport au droit international, eh bien, c'est la question de la légitime défense. Parce que finalement, que dit la Fédération de Russie dans les discours du président de cette fédération? Eh bien, c'est que il y a une légitime défense, que la Russie agit au titre de la légitime défense collective pour venir protéger ces deux républiques indépendantes, qui sont elles-mêmes victimes, dit-on, d'exactions, de persécutions, voire d'un génocide. Le mot a été prononcé. Alors comment est-ce qu'on peut apprécier ça en droit international? Là encore très schématiquement, bien sûr, il est évident que la légitime défense collective existe en droit international et qu'un État peut venir au soutien d'un autre, notamment lorsqu'il le demande. Mais bien entendu, il est difficile aussi de justifier une légitime défense au titre d'un génocide. Ça peut paraître surprenant, mais la Convention sur le génocide de 1948, elle a tout autre objet sur la prévention et la répression du génocide que de permettre un acte militaire. Elle concerne complètement autre chose. Et puis, là où la Russie a aussi des éléments, c'est que la Russie indique que certains États, notamment occidentaux, ne se sont jamais privés de mettre en avant des exactions commises sur un territoire pour indiquer qu'ils agissaient militairement. Alors, on pense, par exemple, à l'intervention en Kosovo au printemps 1999, et puis on peut penser aussi en termes de légitime défense à l'intervention, notamment des États-Unis, au printemps 2003 en Irak, où les États-Unis sont intervenus avec une conception très dévoyée, on peut le dire, de la légitime défense, puisqu'ils invoquaient une légitime défense préventive. Alors, si on envisage la position russe sous cet angle-là, on voit que, on pourrait dire, l'argumentation russe est celui, en tout cas, a des éléments. Elle a des éléments et il est nécessaire de ne pas les occulter. Il faut commencer par là et lire, j'invite vraiment tout le monde à lire ces deux discours, qui sont très importants. Si on n'admet pas cette argumentation, on se retrouve face à quoi? En d'autres termes, quelle est la position des États qui sont aujourd'hui opposés à la Russie? Comment ils apprécient cet argumentaire russe? Eh bien, ils l'apprécient de la façon suivante. Ils estiment, là on va trouver les arguments adverses, que l'intervention militaire en Russie, invasion, agression, etc., constitue un acte qui viole le droit international à plusieurs titres. Premièrement, ça viole un certain nombre, on pourrait dire, de normes générales parmi les plus importantes. La Charte des Nations Unies, qui prévoit l'usage de la force, qui, article 2, paragraphe 4, article 2, paragraphe 7, qui interdit d'intervenir dans les affaires de notre État. Ça viole aussi le droit dérivé des Nations Unies, toutes les grandes résolutions. Ça viole, au titre des grands textes, l'acte final d'Helsinki, la conférence d'Helsinki en 1975. Les articles 1, 2, 3, 4 sont très clairs. Ça viole aussi les statuts du Conseil de l'Europe, le traité de Londres. La Russie avait déjà avait vu ses droits suspendus à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle ne siège plus au Conseil de l'Europe et ne paye plus sa contribution financière. Donc il y a déjà la violation, c'est l'argumentation en face, d'un très grand nombre de traités et d'accords. Mais il y aurait aussi violation, d'après ces États, d'un grand nombre de traités et d'accords issus de la guerre froide, par exemple, ou de la fin de la guerre froide, pardon.
Les garanties offertes à l'Ukraine en 1994. C'est un mémorandum de Budapest de 1994. Le traité réglant, on pourrait dire un peu la succession de l'Union soviétique, c'est l'accord de Minsk, vous savez, du décembre 1991, qui garantissait l'indépendance de l'Ukraine. Et puis, ça viole aussi plus près de nous, c'est ce que disent les États qui sont opposés à la Russie, eh bien, des accords, des textes beaucoup plus spécifiques. Par exemple, et on parle souvent de ça ces jours-ci, à juste titre, des fameux accords de Minsk qui ont été signés en septembre 2014 et en février 2015. Et ces accords-là, on le sait, ont donné lieu dans l'application à un désaccord majeur entre les parties contractantes concernant les mesures d'application. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu, enfin ces derniers mois, le cessez-le-feu a été violé de façon très régulière. Et ici, les parties s'accusent mutuellement d'avoir violé les accords de Minsk. Enfin, ça viole aussi, ou c'est en contradiction avec la constitution ukrainienne de 1996, certains articles, 73, 132, et avec la constitution de la République autonome de Crimée. Un certain nombre de ces dispositions aussi prévoient que les modifications de frontières ne peuvent être décidées que par l'ensemble des Ukrainiens. Donc vous voyez, on a en face un certain nombre de textes, plus ou moins contraignants, certains le sont très, des traités, qui semblent violés. On est en état de cette opposition juridique, de cette opposition juridique. Alors si on passe maintenant à l'appréciation des réactions des autres États par rapport au droit international, ce qu'on entend tous les jours, à savoir toutes ces mesures économiques, de sanctions, on pourrait dire de contre-mesures économiques. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, il y a des éléments de réponse à l'intervention de la Fédération de Russie qui sont des éléments de réponse militaire. C'est le cas de l'Ukraine actuellement, et l'Ukraine est assez clairement dans le cadre de la légitime défense individuelle, existe en droit international coutumier dans l'article 51 de la Charte. Donc, pour l'Ukraine, de ce point de vue-là, pour l'appréciation de sa réponse, elle est assez clairement dans la légitime défense individuelle telle qu'elle existe en droit international. Pour les réponses militaires, toujours, j'irai un peu plus vite parce que je voudrais arriver vraiment aux sanctions économiques. Pour les réponses militaires, eh bien, du côté des cadres centralisés, c'est-à-dire des Nations Unies, on sait très bien que le Conseil de sécurité n'a pas pu et ne pourra pas adopter de résolution contraignante dans ce cadre. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a un veto russe. Et donc, on a utilisé un autre biais, qui est le biais de l'Assemblée générale des Nations Unies, une résolution du 2 mars 2022. Bien entendu, l'Assemblée peut se prononcer, mais l'Assemblée, vous savez, l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir contraignant, comme peut en avoir le Conseil de sécurité. Donc, on pourrait dire que sa force juridique est beaucoup moindre. Du côté de l'OTAN, eh bien, là aussi on le sait, l'OTAN c'est une alliance, un traité qui prévoit la légitime défense collective, mais l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, il n'y aurait pas de fondement à agir. Alors maintenant, comme on est dans cette situation, à savoir que le Conseil de sécurité ne peut pas autoriser l'usage de la force, l'Assemblée générale s'est prononcée mais n'a pas de pouvoir contraignant envers les États. On a exhumé un vieux fondement d'ailleurs, qui datait de 1950, pour qu'elle puisse se prononcer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Les États, tout le monde l'a vu, ont répondu par des mesures économiques. Alors ces mesures économiques, qu'est-ce qu'on peut en dire? Un élément important qui va concerner leur fondement juridique et qu'on va retrouver un peu plus tard. Ce qu'on appelle des contre-mesures en droit international, ce sont des mesures qui sont en réaction à un premier acte qu'on considère soit simplement illégal, soit complètement illicite, c'est-à-dire contraire au droit international. Et à partir de là, on répond par des mesures de rétorsion ou de représailles. Là, en l'occurrence, il y a des mesures de rétorsion, c'est-à-dire qui sont en elles-mêmes complètement licites, mais il y a aussi des mesures de représailles économiques, et juridiquement, il faut les entendre de la façon suivante. Ce sont des mesures qui, en temps ordinaire, seraient contraires au droit international, mais qui, en droit international, sont considérées comme licites parce qu'elles constituent elles-mêmes une réponse à un premier acte illicite. En d'autres termes, une gomme leur illicéité. Ça, c'est prévu dans le régime de la responsabilité en droit international. Vous comprenez que le point important sera, bien entendu, d'évaluer ce premier fait illicite. Parce que si on suit la position russe, les contre-mesures ne sont pas justifiées en droit. Alors que si on suit la position des États qui sont opposés à la Russie, les contre-mesures sont justifiées.
Alors ces contre-mesures, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a une palette de mesures économiques qui a été adoptée par l'Union européenne qui est sans précédent. Sans précédent. Il y a des mesures qui sont plutôt classiques, le gel des avoirs, etc. Mais on a ajouté de nouvelles restrictions, rarement utilisées, voire jamais mises en œuvre jusqu'alors. Les interdictions de survol de l'espace aérien pour les États membres, le gel des actifs de la Banque centrale russe, l'interdiction de diffusion de certains médias, etc. Ça, c'est plutôt du jamais vu. Les personnes visées, là aussi, on a affaire à quelque chose de relativement impressionnant à ce jour. Il y aurait 680 personnes, alors je n'ai pas regardé ce matin, mais enfin en prenant les derniers recensements, 680 personnes visées, auxquelles il faut ajouter 53 entités. Et quels sont les avoirs qui sont visés? Ici, on s'appuie, dans le cadre de l'Union européenne notamment, sur une sorte de règlement de base, qui est un règlement qui date de 2014, qui concerne les mesures restrictives qu'on peut adopter. Ce qui est important, c'est que ces mesures concernent ou mettent en œuvre un gel d'avoir, et non pas une confiscation. Un gel d'avoir, c'est-à-dire une mesure d'indisponibilité temporaire. En pratique, comment ça fonctionne? Il y a un règlement de l'Union européenne, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, et qui a été complété très récemment, donc le 28 février, par un règlement d'exécution qui indique les biens qui doivent être gelés. Du côté français, on a depuis quelques années modifié des dispositions du Code monétaire et financier, c'est L652 du Code monétaire et financier, qui organise ces modalités de gel, et on a même un registre national des gels qui relève de la direction générale du Trésor. Donc ce dispositif, il existe, il a des supports juridiques dans le cadre des règlements de l'Union européenne, dans le cadre français avec le Code monétaire et financier et le registre national des gels. On liste les personnes, on liste les mesures et on tient évidemment un registre important. Mais vous avez vu que ces derniers jours, certains responsables politiques ont évoqué la possibilité non plus simplement de gel, c'est-à-dire de mesures temporaires, et de confiscation des avoirs. Alors ici, la question est beaucoup plus compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée, pourquoi? Le gel, c'est une mesure administrative. Donc elle est prise par l'autorité, on pourrait dire exécutive, en France, et il s'agit d'une mesure administrative qu'on peut prendre immédiatement. La confiscation, eh bien, elle n'obéit en France et dans la plupart des autres États qu'à une procédure pénale. C'est-à-dire qu'on va priver complètement quelqu'un de sa propriété, et là on doit mettre en œuvre une procédure pénale avec évidemment toutes les garanties que ça comporte. Pour vous donner une idée, les procédures de confiscation des biens, de l'ancien président Ben Ali en Tunisie, en France, qui ont plus de 10 ans, ne sont toujours pas terminées, ces procédures pénales. Donc vous voyez que là, ça ouvre évidemment des perspectives très longues pour la confiscation. Alors je vois que le temps tourne, je voudrais simplement conclure avec deux remarques. La première, c'est que vous l'avez compris, il y a une très grande importance à la qualification du fait initial de la Fédération de Russie comme fait illicite. Très grande importance, et on sait très bien que l'opposition de vue entre les deux grandes parties va être durable. C'est ça la difficulté. Il y aura une opposition sur le caractère illicite ou pas de ce fait pendant longtemps. On voit aussi qu'à travers la palette de sanctions, de mesures économiques qui ont été adoptées par les États, on va ouvrir des contentieux et des différends très longs dans l'ordre international et dans les différents ordres internes. Et la Russie elle-même adopte des contre-mesures. Vous avez vu ces derniers jours, en disant qu'il y aurait des paiements, des remboursements en roubles, et s'y ajouteront aussi des contentieux purement privés, puisque certaines sociétés, vous l'avez vu, les grandes sociétés, Apple, etc., ont décidé de leur propre chef de ne plus intervenir en Russie, ce qui va générer aussi des contentieux, parce qu'il y a des contrats à honorer. Alors, voilà pour les quelques mots très rapides que je pouvais dire pour tracer ce cadre juridique. Ça pourrait faire l'objet de plusieurs heures et plusieurs jours de débat. La grande inconnue, bien sûr, ce sont les modalités de règlement du conflit armé lui-même, modalités d'un cessez-le-feu, d'un éventuel traité de règlement et du futur statut de certaines régions. Voilà, je vous remercie pour votre patience, notamment j'ai été un petit peu long. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième intervention qui se fera par Zoom.
C'est notre collègue Dorota Dakowska, qui est professeure de sciences politiques à Sciences Po Aix et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de l'Europe centrale et orientale et de l'Union européenne. Elle a travaillé sur la Pologne et l'Ukraine dans le cadre d'un projet de recherche portant sur les transformations de l'enseignement supérieur dans ces deux pays. Elle a publié en 2021 un ouvrage collectif intitulé « Défaire la démocratie » aux éditions Cartala. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, brièvement, donc je n'ai pas encore pu auditionner toute la conférence précédente, je crois de la semaine dernière, donc j'espère ne pas faire trop de redites. Ce que je propose, c'est un petit éclairage à chaud sur un peu de quoi cette guerre est-elle le nom et ses conséquences immédiates en termes notamment de l'exode, qui est un exode sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors ici, très rapidement, tout simplement pour rappeler que la guerre ne commence pas maintenant, mais que déjà en 2014, après ce que les Ukrainiens appellent la révolution de la dignité, connue aussi sous le nom d'Euromaïdan, avec donc l'occupation par la Russie de la Crimée, et donc la guerre fomentée par la Russie dans ces deux républiques séparatistes, Luhansk et Donetsk, cette guerre est là en fait depuis 8 ans et qu'elle a déjà fait 14 000 morts. Donc voilà, aujourd'hui effectivement, vous voyez cette guerre, cette invasion et ses conséquences dans les médias, donc je ne vais pas revenir tout simplement dans les détails, juste pour rappeler qu'elle a commencé par des attaques très massives. Et ce à quoi on assiste encore, ce sont aujourd'hui des bombardements massifs et donc des villes, principalement des villes d'ailleurs de l'Est, Sud-Est et des villes d'ailleurs beaucoup russophones qui sont assiégées et dans des situations tout à fait dramatiques, notamment à Kherson et autour de Kiev, dans des villes banlieues comme Bucha, Irpin, etc., avec beaucoup de morts civiles, des civils pris pour cible. Donc voilà, clairement une guerre de destruction, d'annihilation, pas seulement des infrastructures massives comme les aéroports, mais aussi des bâtiments civils. On voit ici une école détruite en bas, et donc des populations civiles prises pour cible ces derniers jours, des civils qui essayaient de fuir dans leurs voitures qui ont été aussi tués. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est le caractère massif de cette mobilisation de la société ukrainienne, puisque on voit que ce ne sont pas seulement des hommes ni des soldats professionnels, mais comme vous savez, l'ensemble de la société, de ceux qui ont choisi de rester dans le pays, qui essayent de contribuer d'une manière ou d'une autre à cet effort de la défense du pays. Et donc, ça peut être, c'est souvent en fait en prenant les armes. Ici, on voit par exemple la deuxième photo, c'est une ballerine de l'Opéra de Kiev. La première femme est une députée qui fait aussi le tour des différents points de défense. On voit ensuite sur la troisième photo des femmes qui, dans la bibliothèque municipale de Lviv, essayent de fabriquent en fait du camouflage. Et donc quatrième photo, on voit des jeunes qui lancent des cocktails Molotov donc de la fenêtre de leur voiture. Donc vraiment des citoyens ordinaires. Ici par exemple, on voit même dans la ville de Tchernihiv, qui est donc au sud du pays, donc l'ancien empire austro-hongrois, ces personnes handicapées qui contribuent aussi à la fabrication des cocktails Molotov, là tout le monde s'y est mis un peu, des agriculteurs qui traînent un tank, ça c'est déjà vu, et on passe en Pologne, la ville de Przemyśl, où des hommes qui avaient travaillé pour l'instant en Pologne, qui prennent donc leurs bagages et qui rentrent dans le pays pour défendre leur pays. Alors voilà, cette résistance, elle prend de formes multiples. Donc soit justement fabriquer des camouflages comme ici à Mariupol, donc les filets de camouflage où on voit des femmes d'un certain âge contribuer à cela, des jeunes à Kiev des anciens étudiants, des jeunes qui prennent aussi les armes, et là en bas. Donc la fabrication de pain, de denrées alimentaires dans un restaurant de Lviv. Donc c'est aussi beaucoup contribuer au fait de nourrir la population qui est dans ces villes à moitié coupée du reste du pays. Alors maintenant, puisque mon temps est compté, je passe à ces conséquences les plus visibles
de ce côté, enfin, dans l'Union européenne, de cette guerre terrible qui est l'exode massif de populations civiles. Donc aujourd'hui, 2 millions de personnes réfugiés, plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens ont déjà franchi les frontières du pays. Je ne parle même pas des déplacés intérieurs, dont, vous voyez, en 2 jours, voilà, le 7 mars, il y avait 1 million de réfugiés en Pologne. Aujourd'hui, c'est 1 million et 300 000. Donc, voilà, ces populations souvent fragiles, femmes avec enfants, personnes âgées, et aussi on a vu pas mal d'étudiants internationaux, donc qui, dans plusieurs cas, quittent ensuite la Pologne et repartent, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, en avion ou en Inde, mais dont certains vont aussi sans doute rester dans l'Union européenne. Alors, des réponses européennes aussi sans précédent, par exemple le fait que cette ancienne directive de protection temporaire a été activée, permettant déjà l'accueil de ces personnes déplacées, mais tout doit être encore fait. Donc, le Parlement polonais est en train de passer une loi en fait permettant aussi l'accueil des personnes de nationalité ukrainienne. Donc voilà, cet accueil commence à se faire, mais effectivement, ça va être très compliqué. Là, je passe sur le drame de la communauté juive, commencée importante à Odessa, qui est en train d'être évacuée aussi. En tout cas, cet accueil est compliqué en Pologne, car eh bien, on n'a jamais vu un tel afflux de personnes réfugiées aussi rapide. Comme le rappelle le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, vous vous souvenez de l'accueil des réfugiés, notamment syriens en Allemagne, ça a pris du temps pour parvenir à accueillir 1 million de personnes. Ça a pris de longs mois. Ici, en l'espace de 10 jours, 1 million de personnes sont déjà arrivées en Pologne et malgré une mobilisation très forte de la société polonaise, voilà, toutes les personnes que je connais là-bas accueillent des gens chez eux, dans l'appartement des parents, etc. Mais c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, il y a des gens qui dorment ici à la gare ferroviaire de Wrocław, qu'on n'arrive plus à loger. Donc, pour l'instant, le gouvernement comptait un peu sur l'élan du cœur, mais ça pouvait plus ou moins se faire avec 500 000. Avec 1 million de personnes, ça devient déjà difficile. Avec 2-3 millions, bientôt, ce sera impossible. Et donc, il faudra que le gouvernement polonais mette en place des programmes plus structurels d'accueil, de scolarisation, et aussi que les organisations internationales et l'Union européenne s'y mettent, parce qu'un pays comme la Pologne n'a pas forcément ni la capacité ni la compétence d'un tel accueil. Voilà, alors brièvement, je voulais rappeler, dans un contexte où des collègues en géopolitique qui ne connaissent ni la Russie ni l'Ukraine commencent à reproduire parfois le discours de Poutine consistant à dire que Poutine défendrait les personnes russophones en Ukraine, cela n'a pas de sens. Puisque on ne bombarde pas des personnes que l'on veut sauver. On ne bombarde pas des villes, on ne tue pas les civils, on ne laisse pas les enfants mourir de déshydratation, comme hier à Mykolaiv, si on veut les sauver. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que la fameuse coupure, soi-disant, entre russophones et ukrainophones, elle n'a aucun sens aujourd'hui, ni depuis 2014, puisque ces personnes, lorsque leur pays a été envahi par la Russie déjà en 2014, se sentent très, très, très majoritairement des citoyens ukrainiens. Et aujourd'hui, on voit aussi que une grande part de la contestation, de la résistance à l'envahisseur se fait en russe. On voit donc des personnes dans les villes russophones repousser les chars à main nue, crier Damoy, Damoy, rentrez chez vous aux soldats russes. Et on voit d'ailleurs que même les enfants, par exemple ici à Lyon, ont fait des progrès en russe avec cette fameuse réplique des soldats de l'île du Serpent. Donc voilà, pour tordre le cou à ces idées reçues. Et ici, ce qui est frappant aussi dans cette mobilisation en Ukraine, je trouve, c'est l'usage de l'humour. Par exemple, on voit ici cette dame à droite dans la banlieue de Kharkiv, dont la maison a été brûlée, est en train de brûler, touchée par un missile de l'armée russe, qui se fait filmer et dit à sa fille de dire merci à Monsieur Poutine, car c'est exactement ce qu'elles attendaient. C'est exactement ce qu'elles attendaient, parce que comme ça, elles auront où loger et en plus, elles auront chaud. Et donc, ça, c'était dès le premier jour du conflit. Ce genre de réaction assez inhabituelle. Et là, ces panneaux un peu hackés en Ukraine où elle montre que la destination, et là je fais allusion à mon collègue qui m'a précédé,
Pour eux, donc ici, la destination, c'est La Haye. Voilà, donc je vais arriver à la conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important justement de s'intéresser à ce que veut l'exécutif russe, ukrainien et pas seulement russe, parce qu'on parle beaucoup de Poutine, on se met dans la tête de Poutine, mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens ont aussi leur agency, comme on dit en sciences politiques, qu'on voit aujourd'hui que la société ukrainienne a montré ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, comme l'ont montré aussi les habitants de Enerhodar lorsqu'ils ont essayé et réussi le 2 mars à détourner les tanks russes et ont essayé de défendre cette plus grande centrale nucléaire d'Europe. Bien entendu, le 4 mars, il y a eu cet incendie très inquiétant sur le site de la centrale nucléaire, bien sûr, pas dans le réacteur lui-même, heureusement pour nous, mais néanmoins, on voit bien aujourd'hui que même si on dit en Europe, l'Europe n'est pas en guerre, eh bien, la guerre est en Europe et elle va sans doute, hélas, rester avec nous pour un certain temps. Merci. Ça fera 2 colonisants aujourd'hui, mais vous allez voir que ça a un sens. Alors, les médias que vous lisez dernièrement répètent à l'envi la phrase de Vladimir Poutine qui déclare que l'Ukraine n'existe pas ou qu'elle est un pays artificiel. En fait, cette phrase n'a rien d'original, dans la mesure où la négation de l'existence, voire de la possibilité d'existence d'une nation ukrainienne et, a fortiori, d'un État ukrainien, se place dans la continuité de l'attitude séculaire des puissances dominantes de la région, notamment l'Empire russe, mais également le Royaume de Pologne. Je me placerai donc maintenant dans une perspective historique des passionnés dans ce qu'on appelle le temps long. Il est clair que l'Ukraine actuelle et la Russie ont, en tant qu'État, une origine commune, la Russie, ce qu'on appelle aussi la Russie kievienne, un pays qui est entré dans la chrétienté en 988 par le baptême dans le rite byzantin de Vladimir. Entre parenthèses, le schisme d'Orient est un peu plus tardif, il est du XIe siècle. Alors, les invasions mongoles ont eu raison de cet État et à partir du XIIIe siècle s'imposent des principautés russes du Nord qui se libèrent petit à petit du joug tatar. On ne va pas ici entrer dans le détail des Mongols et des Tatars. Du XIIe siècle jusqu'à la moitié du XIVe, il existe un royaume qui s'appelle le royaume de Galicie et de Volhynie, dont la capitale est la ville appelée aujourd'hui Lviv, Lvov, en russe. Le recul des Mongols permet aussi au Grand-Duché de Lituanie de s'étendre vers le sud et le royaume de Galicie et Volhynie finira par être intégré dans la grande fédération polono-lituanienne. L'ancienne Russie kievienne se retrouve donc coupée en deux. La partie orientale est russe, la partie occidentale est polono-lituanienne. Au XVIe siècle, en 1569, le royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie, qui sont fédérés depuis plus d'un siècle déjà, s'entendent pour former ce qu'on appelle traditionnellement la République des deux nations. Bien sûr, c'est un royaume et un duché, mais ils appellent ça République par calque du latin res publica. La République des deux nations, nation polonaise, nation lituanienne. Vous constatez qu'il n'y a pas de place dans cette dénomination pour d'autres nations. À cette occasion aussi, le sud du Grand-Duché
de Lituanie est rattaché au royaume de Pologne. C'est-à-dire qu'en fait, on a de fait une annexion par le royaume de Pologne de tout ce qui va devenir par la suite l'Ukraine occidentale. C'est, d'une perspective lointaine, une occasion ratée de créer une république des trois nations, qui aurait été une fédération polono-lituano-ukrainienne, qui aurait peut-être évité un certain nombre de conflits à venir. Mais bon, la République des deux nations, en quelque sorte, ne prend pas en compte l'existence d'une spécificité ukrainienne. Du côté russe, le centre politique se trouve désormais au nord-est, à Moscou, et l'ancienne Russie kievienne, l'ancienne Russie, devient en fait un des confins de la Russie, ce qui est le sens étymologique du mot Ukraine, la région des confins. Or, vous avez ici sur cette carte, elle est un peu hybride et intéressante de ce point de vue-là, à savoir que vous avez en rouge les frontières actuelles, et donc vous avez des pays comme la Tchéquie, Slovaquie, etc. Donc ce sont vraiment les frontières du XXIe siècle. Et vous avez en couleur la fameuse République des deux nations. Et donc vous voyez que cette partie-là, donc ici ce sont les frontières de l'Ukraine actuelle, oui, avec la Crimée qui est ici. Vous voyez qu'une partie fort importante de l'Ukraine actuelle appartenait au début du XVIIe siècle au royaume de Pologne. Cette région-là, n'est-ce pas, c'est ce qui est le grand-duché de Lituanie. Voilà. À cette période-là, depuis des décennies aussi, se forme petit à petit une entité nouvelle dans une vaste steppe qu'on appelle les champs sauvages. Vous voyez encore une fois ici, en blanc et en jaune, ce sont les frontières de l'Ukraine actuelle, et cette région-là en jaune, ce sont ces fameux champs sauvages, où se développent des populations qu'on appelle les Cosaques. Et ces Cosaques deviendront dans une certaine mesure l'âme de l'Ukraine et l'âme nationaliste de l'Ukraine. Sans entrer dans le détail, disons seulement qu'il s'agit d'une population mêlée, d'origine mêlée, à dominante slave, organisée en communautés militaires non serves, dans une région où le servage est de règle, aussi bien dans le royaume de Pologne que dans l'Empire russe. Donc ce sont des populations non serves qui servent d'armée d'appoint, aussi bien aux Polonais d'un côté que aux Russes de l'autre côté, et qui, selon les campagnes, selon les années, s'allient aux Tatars ou pas. Les Tatars occupant, bien sûr, la Crimée, ce sont les Tatars, le fameux Khanat de Crimée, qui est une partie de l'Empire ottoman. Donc, les Cosaques, selon leur position géographique, selon les années, serviront parfois différents souverains. On les a traités parfois aussi de mercenaires, tout simplement. Alors, les conflits qui opposent le royaume de Pologne, ou plutôt la République des deux nations, donc sur la Lituanie, à l'Empire ottoman, font appel très souvent à ces fameux Cosaques. C'est dans ce contexte que naît justement l'idée d'un État cosaque sous la férule, sans doute, premier héros national ukrainien, Bogdan Khmelnytsky, qui est un héros pour les Ukrainiens. Il y a une ville qui porte son nom, mais Khmelnytsky est considéré toujours comme un criminel du côté polonais. Il est d'abord, dans un premier temps, vassal du roi de Pologne, puis il s'oppose au roi de Pologne et s'allie aux Tatars, et enfin, il s'allie aux Russes, qui
lui offre en quelque sorte, lui offre le titre de hetman, de chef de l'Ukraine. Voilà. Mais cet embryon d'État ukrainien ne va pas survivre à Khmelnytsky, et le territoire est partagé. Le territoire de ce que Khmelnytsky imaginait, voulait avoir comme royaume, ce territoire est partagé entre la Pologne et la Russie. La rivalité qui oppose les Polonais et les Cosaques est fort importante. Et elle jette un éclairage particulier sur la solidarité que manifeste en ce moment la population polonaise envers la population ukrainienne. Parce que pendant des siècles, ce sont deux nations qui se sont déchirées avec une cruauté remarquable. Ce qui oppose les Polonais et les Cosaques, c'est au-delà de la langue, puisque là, la question des dialectes est assez compliquée. On a en fait un dégradé de dialectes qui se transforment l'un dans l'autre. Il y a une question de religion qui compte. En 1589 est créé à Moscou un patriarcat. Ce patriarcat de Moscou, donc qui vient et dont l'existence est reconnue par le patriarcat de Constantinople, crée un pôle d'attraction pour les populations orthodoxes. Or, les populations de l'Ukraine sont majoritairement orthodoxes. Pour répondre à cela, le roi de Pologne, en 1596, donc pour répondre à la création du patriarcat de Moscou, crée une église qu'on appelle l'église uniate ou l'église gréco-catholique. C'est-à-dire que pour essayer de faire un contrepoids au patriarcat de Moscou. Cela va créer des tensions supplémentaires au lieu de les apaiser, à savoir que les Cosaques en particulier et l'entourage de Khmelnytsky bien sûr vont se poser comme champions de l'orthodoxie. Et cela va leur donner un argument supplémentaire pour combattre la Pologne qui, en fait, le royaume de Pologne qui se comporte, il faut le dire effectivement, comme une puissance coloniale. Donc, la rivalité entre les Cosaques, ou peut-être déjà généralisée les Ukrainiens et les Polonais, est une rivalité d'ordre religieux, puisque les Uniates ne sont pas reconnus par les Cosaques, les mêmes qui sont moyennement reconnus par les Polonais, et une rivalité d'ordre social. Les Cosaques insistent lourdement sur leur liberté, leur caractère de population non serbe. Alors, après Khmelnytsky, l'aspiration à l'indépendance vis-à-vis de la Pologne, mais aussi de la Russie, est une constante. Mais elle est constamment entravée par les puissances régionales. D'abord l'Empire russe et donc le Royaume de Pologne, qu'on vient de le voir, comme on vient de le voir. Ensuite, les empires russes et autrichiens au cours du XIXe siècle. Et entre 18 et 1939, la nouvelle République de Pologne et l'Union soviétique. Donc, il y a toujours des puissances voisines qui entravent la volonté d'indépendance, la volonté étatique des populations ukrainiennes. Si on reprend très rapidement dans l'ordre, à la fin du XVIIIe siècle, tout le territoire donc de l'Ukraine, ainsi que la moitié du territoire polonais, se retrouve dans l'Empire russe. L'animosité entre Polonais et Ukrainiens est nourrie par les copartageants. Les autorités autrichiennes provoquent pratiquement ce qu'on appelle le massacre de Galicie en 1846, où les paysans ukrainiens massacrent les nobles polonais. Donc, si vous voulez, il y a aussi une différence sociale, puisque dans ces régions-là, depuis l'annexion de 1569, les propriétaires terriens sont massivement polonais, contrairement aux paysans qui sont ukrainiens. Durant la Première Guerre et la Révolution d'Octobre, enfin plutôt à la suite de la Première Guerre et de la Révolution d'Octobre, il y a
diverses créations d'États. Il y a plusieurs embryons d'États qui se créent, donc qui marquent la volonté justement de créer un État indépendant. Il y a la République populaire d'Ukraine occidentale, qui est assez éphémère. Il y a la République populaire ukrainienne de Simon Petlura, qui vit un petit peu plus longtemps. La première est balayée par les Polonais, la seconde est balayée par déjà les bolcheviks. En 1921, à la suite de la guerre polono-bolchevique, de nouveau l'Ukraine est partagée. Elle est partagée entre la Pologne et l'Union soviétique. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique crée quand même une république soviétique socialiste d'Ukraine. C'est après le hetmanat de Khmelnytsky, en fait, la première fois où il y a un organisme étatique ukrainien, même si cet organisme étatique ukrainien n'est pas totalement indépendant, puisqu'il fait partie de l'ensemble soviétique. L'autre moitié se retrouve en Pologne. Cette moitié qui est en Pologne, et qui correspond à l'actuelle Ukraine occidentale, donc principalement à la région de Lviv et un peu plus loin vers l'est, est une région qui est soumise à une polonisation intense. De la même manière, de l'autre côté, outre en plus de la dénomination de République, etc., il y a en fait une soviétisation, ce qui peut se comprendre, mais également, après un bref moment de promotion de la langue ukrainienne, il y a une russification très importante et une mise au pas radicale de la population à travers la famine de 32-33, ce qu'on appelle le fameux Holodomor, qui a quand même fait 3 millions de victimes. Donc, les populations ukrainiennes sont, on le voit de nouveau, en quelque sorte maltraitées, que ce soit par les Polonais à l'ouest ou par les Russes à l'est. Durant la Deuxième Guerre mondiale, naît donc l'idée d'une indépendance fondée sur l'alliance avec l'Allemagne nazie. Non pas par idéal nazi, je pense, mais plutôt par anti-stalinisme. Nous avons le chef de l'armée insurrectionnelle ukrainienne s'appelle Stepan Bandera, qui est un allié des nazis. Bandera est, de la même manière que Khmelnytsky, est un personnage assez positif dans l'imaginaire ukrainien ou dans la conscience ukrainienne, c'est un criminel de guerre dans la conscience polonaise. Il a d'ailleurs, ainsi que les hommes qui lui étaient fidèles, participé très activement à la Shoah, notamment, comme on parle dernièrement, le fameux massacre de Babi Yar, qui se trouve actuellement à Kiev. Parmi les bourreaux de Babi Yar, il y avait un nombre remarquable d'Ukrainiens. De la même manière, du côté polonais, en 1942-1944 ont lieu des massacres de populations polonaises par les armées bandéristes, n'est-ce pas, les massacres de Volhynie. Donc, si vous voulez, c'est la volonté de créer un État est tellement exacerbée qu'elle se passe par des actions extrêmement violentes, des massacres tout simplement, qui... Oui. Voilà, très bien. Bon. Des massacres qui ne facilitent pas en quelque sorte les relations entre populations. Alors, je dois conclure. Je ne peux pas m'empêcher quand même à propos de la fameuse accusation de Poutine contre les Ukrainiens en disant qu'il mène une action de dénazification. Entre-temps, des décennies sont passées depuis la Deuxième Guerre, mais le centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris a publié en français et en russe le 2 mars
un papier qui se trouve sur Internet, où nous lisons entre autres les forces agressives qui ont pris le pouvoir à Kiev en 2014 ont imposé à la société ukrainienne une idéologie du néonazisme. Voilà, donc ça, si vous voulez, cela veut dire que l'Église orthodoxe, du moins celle de Paris, soutient entièrement les actions de Poutine. Et ensuite, un peu plus loin, je vous passe le détail, il est écrit: la Russie, qui a sauvegardé la liberté et préservé son État national au prix des vies de 26 millions de ses fils et filles, s'est vu refuser le droit d'avoir et de défendre ses propres intérêts en matière de sécurité. Il faut relativiser tout ce qui est dit, à savoir que, bien sûr, on souligne l'importance de Stepan Bandera, mais si on parle de Bandera, donc, qui a collaboré avec les nazis, il faut également parler du général Vlasov, russe, qui a collaboré également activement avec l'Allemagne nazie. Si on parle des 26 millions des fils et filles de la Russie, non, ce sont des fils et filles de l'Union soviétique, parmi lesquels il y avait des Russes, mais également des Ukrainiens, des Biélorusses, des Kalmouks, des Géorgiens, etc. etc. Donc, il y a une reformulation dans une perspective étroitement nationaliste du passé. Alors maintenant, je conclus pour de vrai. Les frontières actuelles de l'Ukraine sont issues des redécoupages territoriaux consécutifs aux deux guerres mondiales. Le territoire actuel est formé d'anciennes provinces polonaises à l'ouest et russes à l'est qui ont gardé des traces de leur passé, comme la langue et la religion. À cela s'ajoutent des cas particuliers comme la Subcarpathie, qui est magyarophone, la Crimée et Odessa, qui forment un chapitre à part. Et pour finir, pour en revenir à ma chapelle polonaise, bien sûr, le récit martyrologique polonais souligne la position géographique malheureuse de la Pologne, prise en tenaille entre ses ennemis de toujours, que sont l'Allemagne et la Russie. Il n'y est pas question de l'Ukraine, laquelle est précisément coincée entre la Russie et la Pologne. Merci beaucoup pour cette mise en perspective extrêmement importante. C'est aussi notre devoir que de quelque peu s'écarter de l'actualité, de pouvoir prendre une considération un peu plus globale. Juste pour le public, il s'agit de l'appel à peut-être Monsieur Vasilovitch, peut-être vous présenter le collègue, c'est Alexandre Vitalievich Janov, qui est archéologue de Kiev, si j'ai bien compris. Et... Oui, d'abord la première question, c'est comment allez-vous? Как у вас обстановка? Вы слышите меня, Александр Витальевич? Да, профессор Нусилович спрашивает, как у вас обстановка? Notre collègue dit que c'est depuis 14 jours que l'Ukraine combat contre l'invasion militaire de l'armée russe et lutte pour son indépendance. Да, а как у вас дела? Je demande le collègue comment va-t-il. Как у вас дела? Профессор... Notre collègue archéologue Alexandre Janov est en sécurité avec sa famille.
Mais notre collègue dit que depuis une semaine, enfin, il est en sécurité avec sa famille, mais depuis une semaine, il ne pouvait pas entrer en contact avec ses amis très proches qui se trouvent près de Kiev, à l'épicentre des combats, et donc il n'était pas sûr s'ils étaient à vie. C'est seulement ce matin, ils ont pu communiquer qu'ils étaient bien, donc les amis de notre collègue, les amis proches de notre collègue près de Kiev. Et depuis une semaine, ils ne pouvaient pas communiquer. Pendant une semaine, pardon. Как вы оцениваете обстановку? Есть ли у вас надежда? Я перевожу дословно слова профессора Насиловича. Что Украина выстоит в этой неравной борьбе, потому что нам оказывает серьезную поддержку Евросоюз и США не только в дипломатическом плане, но и вооружениями и так далее. Но не только благодаря этому, но благодаря тому, что практически весь народ Украины един, сплочен и готов бороться до последнего с агрессором. Notre collègue a non seulement l'espoir, mais aussi la sûreté du fait que l'issue de la guerre va être, positif pour l'Ukraine, parce qu'il y a un support, un soutien très fort de l'Ukraine dans ce conflit par les pays de l'Union européenne et par les États-Unis, et non seulement sur le plan humanitaire et diplomatique, mais aussi sur le plan militaire, donc soutien militaire matériel. Mais aussi notre collègue dit que l'esprit uni des Ukrainiens également va mener à l'issue positive de ce conflit. Европа, Франция в том числе, и моральную, и материальную. Это очень хорошо наших беженцев, наших женщин, детей принимает Европа, дает им убежище, в то время как мужчины, наоборот, приезжают из Европы, вместе они работали в Украину и становятся в ряды вооруженных сил, которые сражаются против агрессора, против оккупантов. Notre collègue dit qu'il est, comme beaucoup de monde, il est très reconnaissant à la communauté européenne pour son soutien et pour le soutien qui est apporté aux immigrés, aux femmes surtout et aux enfants qui fuient vers les pays de l'Union européenne, mais aussi aux hommes qui quittent leur vie tranquille et leur travail en Europe et qui viennent en Ukraine pour rejoindre les forces militaires ukrainiennes. Есть ли какие-то дополнительные действия, которые которые Франция могла бы сделать, выполнить для оказания помощи Украине? Самое главное – это прекратить авианалеты на наши города, потому что предпринимаются российскими войсками, российской авиацией попытки бомбардировать города, которые находятся глубоко от линии фронта при помощи самолетов, ракет дальнего действия. И это самое главное, нужно защитить каким-то образом наше небо, пока мы не собрали силы, не собрали авиацию, чтобы противостоять полностью в небе противнику. Le plus important pour l'instant, il s'agit plutôt de l'aide pour protéger le ciel sur l'Ukraine, parce que justement il y a des attaques par l'armée russe des villes qui se trouvent loin de la ligne du front. Et donc la France pourrait aider l'Ukraine et l'Union européenne en protégeant justement le ciel sur l'Ukraine. Des attaques aériennes avec des missiles
sur la ligne de front et sur les villes, près des villes qui se trouvent loin du front. Скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете по отношению к России? Разделяете ли вы правительство Российской Федерации и Путина и жителей России? Ну, раньше до 24 февраля я поддерживал неплохие отношения со своими коллегами в России, но после тех зверств, которые устроили российские оккупационные войска на территории Украины, отношение изменилось. Конечно же, я различаю людей, но та поддержка, которую оказывает России, политику Путина, агрессию, знаете, это вызывает такие чувства. Вообще, люди, которые сейчас, украинцы, которые сражаются с врагами, они видят в России, в российских солдатах врагов. Чувство, это чувство из вот этих вот убитых невинных людей, этих зверств, которые они творят на их территории. Alors, je vais répartir en plusieurs blocs. Donc, notre collègue dit qu'avant le 24 février, le début des hostilités, il maintenait de bons contacts avec ses collègues en Russie, mais que maintenant, si j'ai bien compris, il y a une certaine hésitation parce que justement, avant le conflit, notre collègue, disons, en répondant à votre question, faisait les séparations entre le gouvernement de la Russie et la population russe. Mais maintenant, c'est très compliqué parce que vu les atrocités de l'armée russe en Ukraine, il est vu, selon les données officielles, ce sont les 70% de la population russe qui soutient l'intervention militaire de l'armée russe en Ukraine, donc l'occupation. C'est difficile pour notre collègue d'éprouver de la sympathie pour les Russes. Donc il dit que les soldats ukrainiens qui combattent contre les Russes voient maintenant dans les Russes un ennemi. Donc ce sont les ennemis. Я перевела. Да, ну, вы поймите вот нас, украинцев, которые сейчас находятся в войне, это удивительно, но в 21 веке почти в центре Европы люди радуются смерти врага, подбитым танком, сбитым самолетом, потому что именно это и является сейчас спасением для Украины, для ее народа в борьбе за ее независимость. Notre collègue dit qu'il faut comprendre les combattants ukrainiens qui se réjouissent de voir un avion russe détruit ou un char brûlé parce que c'est un symbole dans cela, ils voient l'espoir de l'Ukraine d'un issue positive, de la libération de l'Ukraine par rapport à la Russie, donc de l'issue positive de la guerre pour l'Ukraine et de la séparation de l'Ukraine, de l'indépendance de l'Ukraine à l'égard de la Russie. Да, профессор Носилович говорит, что мы будем оставаться с вами на связи и что мы желаем вам держаться и не падать духом. Notre collègue dit que l'Ukraine va gagner la guerre et il dit gloire à l'Ukraine. Il y a eu un message d'espoir qui était exprimé par notre collègue Alexander Janov lors du rendez-vous téléphonique et nous allons continuer sur cette touche-là. Je tiens à accueillir et
Et je remercie chaleureusement Celia Pistono et Tesia Chahen, deux étudiantes de la section théâtre de notre université, qui ont découvert des textes de poètes ukrainiens et qui ont décidé de les mettre en voix. Donc je vous laisse le soin de les présenter. Bonjour. Je vais vous lire un poème de Dmitro Pavlichko qui s'appelle « Le vieux brouillard dans la prairie ». Le vieux brouillard dans la prairie s'écoule sans bruire dans ses flots. Mon frère, je tombe tout meurtri sur ton épaule d'érable haut. Je suis vaincu par tous ces vents et mes racines en souffrent fort. 2 feuilles ou 3 restent seulement, ces pauvres feuilles d'érable haut. Tout est désert et désolant, l'hiver nous siffle sur les fronts. Seules mes pensées cernent si loin, mes noires pensées d'érable haut. Mon frère me calme. Non, mon vieux, on ne va pas tomber si tôt, on ira bien brûler les cieux avec nos âmes d'érable haut. Moi, je vais vous lire un poème de Taras Shevchenko, qui est un poète et peintre romantique ukrainien. Il est mort en 1861. Un massif montagneux entouré de nuages, tout couvert de chagrin, tout arrosé de sang. Depuis des temps immémoriaux, un aigle y châtie Prométhée. Chaque jour lui frappe les côtes, chaque jour lui brise le cœur. Il le brise, mais ne peut pas boire le sang vivant. Le cœur revit et de nouveau se met à rire. Notre âme ne peut pas mourir. La liberté ne meurt jamais. Même l'insatiable ne peut pas labourer le fond des mers, pas enchaîner l'âme vivante. Un massif montagneux entouré de nuages, tout couvert de chagrin, tout arrosé de sang. C'est là-bas que nous avons surpris la liberté qui vivait nue et affamée, et nous la pourchassons, là-bas. Cette rencontre ne doit pas s'arrêter là, il faut qu'elle ait pour chacune, chacun d'entre nous, et qu'elle représente une incitation à l'action, à la solidarité, au témoignage. Je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe administrative et technique de l'UFR qui a permis cette rencontre. Merci beaucoup.